Dominique Arpin, c'est un passionné intense. Passion numéro 1, le web, qu'il parcourt pour nous depuis 20 ans avec son émission Vlog. Passion numéro 2, la vie sur la route, qu'il a explorée dans Vanaventure. Passion numéro 3, le dépassement de soi. Dans son émission Les Crinqués, il nous a présenté des gens prêts à aller loin pour se prouver des choses à eux-mêmes. Mais Dominique est lui-même un petit peu crinqué. Ultramarathon ou ascension du Kilimandjaro, il se pousse dans ses dernières limites. Depuis qu'il a frôlé la mort à cause d'un cancer du rein il y a 12 ans, il veut vivre intensément. Tiens, je dirais que c'est ça sa passion numéro 4, la vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui parler dans le blanc des yeux. Bonjour, wow. Dominique Arpin. Salut. Écoute, j'avais prévu une première question pour toi, mais je te regarde regarder les images de ta vie résumées en 45 secondes. J'ai l'impression que ça vient remuer quelque chose. C'est probablement les plus belles années de ma vie qu'on vient de voir en quelques secondes. C'est Vanaventure, c'est les Crinqués, c'est les voyages que j'ai faits, c'est les rencontres. Évidemment, il y a des images aussi qui me rappellent le cancer que j'ai eu. Fait que ces images-là sont... Puis vlog aussi, tu sais, qui est super important dans ma vie. Fait que oui, ça me touche de voir ça, tu sais, ramassé en quelques secondes comme ça. Mais qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu regardes ça? Est-ce que tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie » ou « Oh mon Dieu, j'en ai pas assez fait, il faut que les 55 prochaines années, j'aille au maximum ». Non, je me dis « Mon Dieu, que j'ai fait des affaires ». Oui. Parce que les gens ont une fausse conception de qui je suis parce que dans les 10 dernières années, j'ai tellement fait de trucs qu'ils ont l'impression que j'ai tout le temps été super actif dans ma vie, alors que c'est pas le cas. J'étais quelqu'un de très casanier, très axé sur le travail. J'étais vraiment un boulimique du travail. Fait que quand je vois ça, je réalise qu'en 10 ans, j'ai fait plus que dans les 40 premières années de ma vie en termes de voyage, en termes d'aventure. Puis cette version-là de Dominique, c'est celle que j'espérais être quand j'étais TQ, tu sais. Puis là, de voir ça aujourd'hui, je me dis, c'est un peu intense ce que je vais dire, mais tu sais, je pourrais mourir aujourd'hui. Puis là, je serais satisfait de ce que j'ai fait puis de ce que j'ai accompli dans la vie. Ce qui n'était pas le cas à 43 ans quand on m'a diagnostiqué le cancer. Mais c'est très fort ce que tu viens de dire. Je pourrais mourir, ça veut dire qu'il y a un certain nombre peut-être de... Tu sais, la fameuse bucket list, oui. là, la fameuse liste des affaires à faire avant de mourir, ouais. Autant au point de vue professionnel que personnel, que tu as réussi à cocher au fil des années. J'imagine qu'il en reste quand même encore. Il doit y avoir des trucs où tu te dis... C'est peut-être pas tout de suite, monsieur le bon Dieu, là, attendez un petit peu. Ah, c'est clair que j'ai encore plein de rêves puis plein de défis que je veux surmonter dans ma vie. Mais quand je regarde l'accomplissement des 10 dernières années, je peux me dire mission accomplie, tu sais. Pourquoi? C'est quoi la mission que tu t'étais donnée? Parce que c'est pas anodin que tu dises mission accomplie. Tu sais, il y a un côté super-héros un petit peu, là. Bien, en fait, mission accomplie dans le sens où c'est la version de moi que je souhaitais devenir. Puis je ne savais pas trop comment y arriver, puis par quel chemin y arriver. Et là, je réalise que j'y suis parvenu. Tu sais, j'ai fait des voyages à travers le monde. J'ai produit aussi des émissions de télé. Tu sais, Vanaventure, Les Crinqués, c'était mes premières vraies productions de télé, non pas seulement comme animateur. Donc ça aussi, pour moi, c'est une grande fierté. Puis c'était quelque chose que j'aspirais à faire dans la vie. Écrire des livres, tu sais, c'est quelque chose depuis que je suis tout petit que j'aime écrire, puis que je suis fasciné par la littérature. Puis là, tu sais, de dire que je sors mon 3e livre ces jours-ci, ça aussi, je me dis mission accomplie. Puis oui, j'ai encore envie d'en écrire d'autres, puis j'ai encore envie de vivre plein d'aventures. Mais si ça devait, tu sais, si on m'annonçait qu'il me reste une semaine à vivre, puis que je regardais les dernières années, je pense que je serais satisfait de ce que j'ai fait de ma vie, tu comprends? Alors, ce qui n'était pas le cas, disons, au début de ma quarantaine. Mais c'est intéressant parce que dans ce livre, donc, qui sort cette semaine, La vie commence où la peur s'arrête, tu parles aussi de la période avant que tu sois casanier. C'est-à-dire, quand tu étais jeune, tu carburais au vodka Red Bull. Quand tu sortais dans les bars, tu étais installé sur les haut-parleurs. Tu dansais comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, tu as eu quand même des années de dérape aussi, là. Est-ce que des fois, tu t'ennuies de ces années-là? Est-ce que des fois, tu te dis « Oh mon Dieu, j'étais sur le party, c'était le fun ». Non, jamais? Non, en fait, je regrette ces années. Bien, je regrette. Ça sert à rien d'avoir des regrets, mais tu
sais, quand je regarde ce que j'accomplis aujourd'hui, je me dis, si j'avais commencé ça à 25 ans ou 30 ans, tu sais, moi, j'ai été très, très actif plus jeune, très sportif. Je voulais même devenir prof d'éducation physique dans la vie. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler en télé, j'étais tellement fasciné par ce monde-là, puis je voulais tellement garder ma job longtemps parce que c'était mon rêve dans la vie que je me suis défoncé dans le travail. Puis là, j'ai comme fait abstraction de mes problèmes d'anxiété que j'avais pour calmer mes angoisses existentielles. Mais je sortais dans les bars, je buvais, je me couchais tard, je fumais comme une cheminée pendant toutes ces années-là, tu sais. Donc, je regrette pas ça 2 secondes. Je reviendrai pas en arrière. Tu sais, aujourd'hui, je suis mieux couché à 7h30, 8h qu'à 4-5 h du matin comme je le faisais à cette époque-là. Mais c'est intéressant parce que tu dis que cette vie-là, un peu folle, un peu sur la dérape, c'était pour calmer tes angoisses. Donc, peut-être dans l'excès. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu fais des ultramarathons, quand tu te pousses au maximum, quand tu pousses tes limites, c'est pas aussi une forme d'excès? Je pense que oui. Oui? Je pense que... C'est un petit peu une drogue, un peu une béquille, un petit peu entre les deux? Bien, tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un de très intense dans la vie. Quand je décide de faire quelque chose, j'y vais à fond. Tu sais, j'ai pas 3-4 vitesses, j'en ai une, j'en ai 2. Tu sais, j'ai lentement ou à fond, tu sais. Puis ça s'applique à tout ce que je fais dans la vie. Donc, forcément, quand j'ai commencé à courir, bien, tu sais, rapidement, courir un kilomètre ou un 5 km, c'était pas assez. C'était pas assez. Tu sais, je voulais faire le marathon. Puis une fois que j'ai fait le marathon, je fais comme, OK, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Ah, il y a des ultramarathons, je veux faire des ultramarathons, tu sais. Fait que c'est mon intensité qui se manifeste comme ça, mais je trouve qu'aujourd'hui, je la canalise de manière beaucoup plus saine qu'à l'époque où... Tu sais, pour moi, il fallait que j'endorme cette intensité-là dans l'alcool, puis dans les soirées qui se terminaient au milieu de la nuit, tu sais. Fait que je me sens beaucoup mieux dans ma peau aujourd'hui que je pouvais me sentir dans ma trentaine. Alors, tu dis l'endormir dans l'alcool. Selon moi, quand tu parles de tes anxiétés, quand tu parles de tes doutes sur toi, selon moi, c'est ce qui est le plus touchant dans ton livre. Parce que je l'ai lu de bord en bord et j'ai été très surprise de voir à quel point tu étais dur avec toi-même. Pas physiquement. Ça, on va y revenir plus tard. Tu es dur avec toi-même parce que tu parles à un moment donné de ton manque de confiance en toi, de ton estime personnelle chambranlante, de ton impression de ne pas être à la hauteur des attentes, autant les tiennes que celles des autres. Et un peu plus loin, tu dis, moi, ça m'a complètement bouleversée. Tu dis, à un moment donné, que tu réussis à faire un ultramarathon, tu dis, encore une fois, j'avais une voix négative qui s'affairait à me rabaisser chaque jour de ma vie. Pour une fois, j'étais arrivée à lui fermer la gueule. Chaque jour de ta vie, tu as une voix qui dit que t'es nul puis que t'es poche. Je suis obligé de dire oui à cette question-là. Ça se manifeste à des niveaux différents. Il y a des moments où c'est plus intense que d'autres. En ce moment, est-ce que tu l'entends, cette voix-là? En ce moment, je l'entends parce que je me dis, OK, je devrais avoir une réponse plus rapide à cette question-là. Tu es en train de t'auto-analyser pendant que tu me parles dans le blanc des yeux. Il y a une autre voix là, dans ma tête qui analyse ce que je suis en train de dire en ce moment même. Fait que toute ma vie, j'ai vécu avec cette voix-là. Puis, tu vois, aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à l'utiliser à mon avantage. Longtemps, pour moi, cette voix-là, ça a été une voix qui m'a écrasé puis qui m'a empêché de faire des choses que j'avais envie de faire dans la vie. Aujourd'hui, je m'en sers comme d'un moteur. Tu sais, je veux lui fermer la gueule. Puis comment j'y ferme la gueule? Bien, c'est en étant ici avec toi aujourd'hui, puis en acceptant que je ne contrôle pas tout, puis en acceptant qu'on va passer un bon moment, puis j'y ferme la gueule en courant une journée où ma tête me dit que je ne suis pas un coureur puis que je n'ai pas l'énergie pour aller courir. Tu comprends? C'est comme une bataille que je livre avec cette voie-là. Puis je pense que aussi le fait de faire du sport de manière générale pour ma santé mentale, ça a fait une grosse différence parce que, tu sais, j'ai eu des... Oui, mais je m'excuse de t'interrompre, mais je trouve ça important. C'est qu'en même temps, tu dis, ça me fait du bien à mon mental, évidemment, de faire du sport. En même temps, Dominique, excuse-moi, là, entre toi puis moi, puis la boîte à bois, comme on dit, est-ce que tu as besoin d'aller autant dans la souffrance? Est-ce qu'il faut que ça fasse aussi mal? Je te donne un exemple.
dans ton livre. Tu parles d'une des épreuves physiques que tu as faites et tu dis « J'ai l'impression qu'on m'a inséré des aiguilles dans les cuisses pour m'injecter du métal en fusion. » Je m'excuse, moi je lis ça, là, ça n'a pas l'air le fun, pas une miette. Mais tous ceux qui ont déjà fait des marathons comprennent ce dont je parle. Ça fait mal. Ça fait mal faire des marathons, ça fait mal faire des ultramarathons. Je sais pas, puis tu sais, j'en parle dans le livre, est-ce qu'il y a un côté maso chez les athlètes qui font ce genre de sport-là? Je pense que oui, parce qu'on ferait avec la douleur. Tu sais, tu peux pas faire ce sport-là en faisant abstraction de la douleur. Ça fait partie intégrante du sport. Donc, il faut que tu aies un rapport avec la douleur qui soit adéquat. Tu sais. Puis moi, je sais pas, je me nourris de ça. J'essaie de bâtir ma résilience, puis je pense que la résilience passe par l'inconfort, puis comment on réussit à rendre confortable l'inconfort dans nos vies. Et ça veut dire aussi comment, malgré la douleur, continuer à avancer. Il y a un côté un peu métaphorique là-dedans, mais je m'accroche beaucoup à cette idée-là qu'en allant jouer dans cette zone-là qui fait mal, ben, je grandis, puis je deviens plus fort, puis je deviens plus résilient dans la vie. Tu utilises une image, puis j'aurais pas le temps de commencer à chercher dans le livre pour la retrouver, mais je trouve que c'est une image magnifique. À un moment donné, tu dis, à chaque fois que je fais une épreuve physique, c'est comme souffler dans un ballon, puis à chaque fois, le ballon, il devient un petit peu plus gros. Oui. Donc, tu perds pas ce que tu as déjà acquis, c'est juste le ballon de la confiance en toi. Exact. Je trouve que c'est une image magnifique. Ah, je vais la merci. garder, cette image-là. Oui, j'y crois beaucoup à ça, que chaque petit pas qu'on fait de plus fait en sorte qu'on agrandit notre terrain de sable aussi. On pourrait le voir comme ça. Moi, la zone de confort, je la vois comme un cercle qui nous entoure, puis on est prisonnier de ce cercle-là, mais il y a moyen de l'agrandir, ce cercle-là, en le poussant, puis en allant toujours un petit peu plus loin. Puis je trouve du réconfort là-dedans, puis de la fierté. Ça aussi, c'est un mot que j'utilise pas souvent parce que évidemment, quand tu as une voix comme celle que j'ai dans ma tête, c'est rare que je me permets des moments de fierté. Mais dans ces moments-là, quand tu franchis un fil d'arrivée puis que ça a été difficile, que tu t'es accroché, le feeling que tu ressens en franchissant le fil d'arrivée, quand tu as goûté à ça, Sophie, là, c'est une drogue. Tu peux plus te passer de ça. Fait que c'est pour ça que les gens, souvent, après un ultra, après un marathon, tu vas les entendre dans les 5 prochaines minutes dire « Plus jamais je vais faire ça de ma vie ». Mais le lendemain, comme par miracle, là, il oublie toute la douleur puis il se reconnecte sur le bien que ça leur a fait, tu sais, puis on devient comme... On a envie de revivre ça. Ça goûte bon. On a l'impression que tu es une femme qui vient de parler de son accouchement. Non, mais c'est vrai, c'est un petit peu ça. On a une douleur extrêmement intense, mais quand on a réussi à traverser les étapes, ben, le résultat est magnifique et on est fier de soi. En plus, on a un bébé dans les bras, ce qui n'est pas ton cas. Mais tu parles de ce sentiment-là quand on a accompli quelque chose. Je vais demander à mes collègues de sortir quelques images de ce moment très précis où tu as atteint le sommet du Kilimandjaro. Je veux quand même rappeler que c'est le plus haut sommet en Afrique. Tu l'as fait, le Kili, tu l'appelles affectueusement le Kili. Donc, je pense qu'on les voit, là, les images. Ça, c'est dur à revoir. C'est drôle parce que actuellement, je donne une conférence à propos du livre et je me sers de ces images-là. C'est les images que j'utilise à la fin de la conférence pour parler de mon cheminement puis parler de mon parcours. Mais ça, c'est moi qui est brisé par l'émotion, qui ressent une fierté comme il n'en a jamais ressenti dans sa vie. Jamais? Je pense pas, non. Je pense pas que j'ai... À ce niveau-là, puis tu sais, c'est sûr que la fatigue, l'altitude, il y a tous ces facteurs physiques-là qui contribuent au fait que mon émotion était vraiment peut-être plus grande qu'elle aurait dû. Mais il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai touché le panneau. Là, ce feeling-là, il est tellement puissant. Il y avait de la fierté, il y avait, encore une fois, la voix, tu sais, pendant toute la semaine qui s'était acharnée à me dire que je n'avais pas ma place sur une montagne, que je ne m'étais pas assez entraîné. J'ai eu de la difficulté à dormir, je fais de l'anxiété dans la vie. J'ai fait des attaques de panique pendant toute l'ascension du Kilimandjaro. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. Alors, quand je suis arrivé au sommet, malgré toutes les embûches que j'ai eues, puis toutes les fois où je me suis dit, OK, je redescends, je suis plus capable, mais quand tu arrives en haut, tu fais comme, OK, je me suis accroché. Si je suis capable de me rendre au sommet du Kilimandjaro, bien, qu'est-ce que je peux ne pas faire dans la vie, ne pas réussir? Fait que, tu
sais, encore là, ça a été un bon coup de soufflage dans la balloune de la confiance en moi, là. Alors, c'est très intéressant parce que je veux pas faire de la psychologie à Saint-Saëns, mais tout à l'heure, quand tu me parlais de la voix qui te parle, tu l'as comme située quelque part ici, sur ton épaule. Puis ça me fait penser, je pense que c'est dans Tintin, où il y a à un moment donné le personnage, le petit diable qui lui parle sur une de ses épaules, puis de l'autre, le petit ange qui lui parle. J'ai l'impression que dans ta vie, il y a comme ce dialogue-là entre un petit ange qui te force, qui dit « Dominique, t'es formidable, t'es numéro 1, t'es le meilleur », puis le diablotin qui dit ben, « t'es un zéro ». Alors, est-ce que tu peux, à un moment donné, trouver un équilibre entre « t'es un zéro » puis t'es numéro 1 puis t'es le meilleur de tout le monde? Je pense que là, j'apprends avec le temps à être plus... Je sais que c'est un mot qu'on est tanné d'entendre, mais je suis plus bienveillant à mon endroit. J'essaie de faire attention au discours interne, tu sais, puis je me souviens d'avoir lu à quelque part, tu sais... on parlerait jamais comme ça. Je critiquerais jamais un de mes amis avec les mots que j'utilise pour moi-même. Tu sais. Puis des fois, je me le dis, ça. Je me dis, ben ouais, c'est pas tragique ce que tu viens de vivre là. Pourquoi tu es si dur à ton endroit? Je sais pas. Tu sais, probablement que je suis dû pour une psychanalyse. Je sais pas d'où ça vient exactement, cette espèce de doute-là qui m'habite depuis que je suis tout petit, comme le feeling que je suis jamais assez, tu sais, puis que je suis comme un imposteur, puis que c'est pas la vie que je devrais... Tu sais, je sais pas d'où ça vient, mais là, pour une fois dans ma vie, j'ai réussi à canaliser cette énergie-là, puis en faire quelque chose de positif, quelque chose à la limite qui est beau dans ma vie, puis qui m'a transformé. Mais non seulement c'est beau dans ta vie, et ça t'a transformé toi, mais t'es conscient que chaque fois que tu ouvres la bouche et que tu parles de ça, chaque fois que tu écris un livre et que tu parles de ça, que tu fais une émission de télé, que tu parles de ça, bien, ça aide. Il y a peut-être en ce moment quelqu'un qui est en train de nous écouter, qui fait aussi des crises de panique, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui écoute Dominique Arpin, qui se dit, bon, ben si Dominique Arpin il est capable d'aller sur le Kili, peut-être que moi, je suis capable de me rendre jusqu'au dépanneur puis d'acheter des légumes au lieu d'acheter un paquet de cigarettes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste le premier pas qui est important. C'est drôle parce que encore là, avec le syndrome de l'imposteur, depuis les dernières années avec les crinqués, puis même avant l'aventure, avant ça, les gens m'écrivent que je les inspire dans leur vie, que je suis inspirant. Puis comment tu reçois ça? Oh mon Dieu, je me dis, ben voyons, inspirant, moi, ce que je fais rien d'extraordinaire dans la vie, tu comprends? Puis tu vois, ça, j'ai fini par l'accepter. Avant même qu'on se parle ce midi, je lisais mes messages, puis il y a quelqu'un qui m'a écrit un message tellement beau sur une vidéo que j'ai postée sur Instagram où je courais l'hiver dans une tempête de neige. Puis elle a dit, ben moi, ça a été le déclic pour continuer à courir pendant l'hiver parce que là, j'osais pas, j'avais peur d'avoir... Mais tu sais... Puis là, elle dit, je viens de remporter une course. C'est la première fois que je courais aussi vite. Grâce à toi! Ben, elle me dit, c'est grâce au fait que je me suis entraîné l'hiver, puis c'est grâce au fait que je te voyais dans tes stories, puis dans tes vidéos, courir l'hiver, tu sais, que ça m'a donné l'impulsion de continuer à le faire, tu sais. J'étais comme, wow, OK, c'est vrai qu'on peut être inspirant à différents degrés, mais oui, j'ai encore de la misère avec ce mot-là, tu sais, d'être inspirant. Mais je pense qu'effectivement, le livre... Puis le fait d'être aussi transparent par rapport à ce que je ressens. Parce que, tu sais, ce que je te dis là, c'est pas facile. Là. C'est quelque chose que j'ai longtemps caché parce que, tu sais, quand tu fais de la télé, surtout quand tu es en journalisme, tu veux être, tu sais, le valeureux journaliste qui a peur de rien puis qui fonce dans le tas. Tu sais, j'ai jamais parlé de ça avant, il y a quelques années. Puis là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent et qui me disent à quel point ça les surprend, puis deux, que ça les réconforte de savoir ce qu'ils vivent, c'est pas anormal, tu comprends? Oui, mais c'est important d'en parler. C'est important d'en parler dans ton livre. Et c'est intéressant parce que dans ton livre, tu dis, bon, le mot inspirant, tu as un petit peu de la difficulté avec ça, mais dans ton livre, tu rends hommage à plein de gens qui sont des héros pour toi, des Américains, des Québécois. Une Québécoise, Isabelle, tu décris à un moment donné une course qu'elle fait et c'est une héroïne pour toi à cause de ses pieds. Ouais. Je veux que tu me parles des pieds d'Isabelle parce que moi, ce passage-là dans ton livre m'a chaviré, m'a fait un petit peu capoter. Oui. Isabelle Bernier, c'est une coureuse d'ultra-endurance québécoise qu'on a accompagnée avec un autre couple de coureurs au Mexique pour une course qui s'appelle l'Ultra Run Raramuri. C'est une course de 190 km dans l'État de Chihuahua, dans les canyons des Barrancas del Cobre. Écoute,
moi, j'ai passé une semaine avec eux à les suivre en camion. Là, puis c'était déjà éprouvant parce qu'il faisait très, très chaud. La nuit, hyper froid. Eux autres, ils ont été balancés là-dedans en running shoe avec un sac à dos puis une coupe de ravito à travers ça. En plus, il y avait des narcotrafiquants. C'était vraiment épeurant, cette course-là. Et Isabelle Bernier a réussi à courir toute la course, mais il avait égaré ses chaussures de course dans l'avion. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, bien, sa seule option, c'était les chaussures qu'elle portait dans l'avion, tu comprends, qui n'étaient pas des chaussures adaptées pour faire 190 km de trail. Bref, elle est partie avec ça, puis je l'attendais à l'arrivée. Elle est arrivée après 54 heures de course. Et là, je l'ai accompagnée, je l'ai assise sur un petit banc, j'ai apporté de l'eau, puis là, elle a enlevé ses chaussures. Et je te jure, cette vision-là me hante encore aujourd'hui. Là. Je t'en parle, puis je les vois, ses pieds. Là. J'avais jamais vu ça. Toute la plante de ses pieds était recouverte par une ampoule géante d'à peu près 1 pouce et demi. Elle était brûlée au 2e degré. C'est ce que le médecin est venu diagnostiquer. Là. Mais comment elle a fait pour courir? T'as pas parlé des ongles? Elle a perdu 5 ongles. 5 ongles en plus d'avoir les 2 pieds recouvertes d'une ampoule. Mais moi, ben, je l'admire, puis je vais l'admirer jusqu'à la fin de mes jours pour cette course-là, puis les autres qu'elle a faites dans sa vie. Mais là, ma fascination, c'est comment tu fais. Tu sais, moi, c'est pas long que je suis inconfortable dans une course. Mais elle, comment tu fais pour arriver à endurer ça pendant des heures et des heures? Comment tu fais pour continuer à courir quand, à chaque fois que tu mets le pied à terre, elle le décrit elle-même, elle avait l'impression qu'elle marchait sur de la lave. Mais comment tu fais? Comment tu t'accroches à ça? Mais c'est fascinant parce que toi, tu parles d'Isabelle Bernier et tu décris ça, puis on sent que t'es comme... T'es fasciné, t'as quasiment le goût de le faire toi-même. Moi, je t'entends décrire ça, j'ai juste envie de courir, mais dans l'autre sens, j'ai juste envie de m'en aller en disant, mon Dieu, ça va pas, non. 54 heures de suite à courir. Ouais. C'est pour ça que t'es une drôle de bibite, Dominique Arpin. Ouais. Parce que toi, t'en parles, puis t'as une petite lumière dans les yeux. Moi, j'ai le goût d'aller me cacher. Tu sais, moi, je crois beaucoup en les vibrations que j'ai quand j'entends parler d'une histoire ou quand je lis une histoire ou quand j'écoute un podcast ou peu importe. Puis ces histoires-là me font vibrer, mais t'as pas idée comment, tu sais. Puis j'ai envie de goûter à ça, tu sais. Je serais jamais capable de faire une course comme ce que Isabelle a fait, mais j'ai envie d'y goûter à ma façon, tu sais, en me trempant le gros orteil dans ce monde-là. J'ai couru un 65 km ici, au Québec. On était vraiment dans un endroit beaucoup moins hostile que ce qu'elle a fait. Mais ça me permet de comprendre, d'une certaine manière, les souffrances qui doivent endurer, puis aussi la satisfaction de franchir le fil d'arrivée. Alors, moi, j'ai une théorie sur toi. Ben, je suis curieux. Alors, tu me dis, sans toi, hyper à l'aise de me dire, Sophie, t'es dans le champ, ça me dérangera pas, j'ai pas d'orgueil. Alors, ma théorie sur toi est la suivante. Au début, tu étais un explorateur urbain. Hein? Moi, j'adorais ça. Tu te promenais dans tous les... Donc, c'était très les villes, les endroits spéciaux, des villes partout à travers le Québec. Mais c'était vraiment ça, ton identité, explorateur urbain. Ouais. Après, avec Van Aventure, avec Les Crinqués, explorateur de la nature, de notre lien avec la nature. Là, maintenant, tu es rendu dans la 3e phase de ta vie, explorateur intérieur. Oui. Ah, c'est une belle... je l'avais jamais vu comme ça. Bravo. C'est une belle analyse. C'est vrai que on dirait que je reviens à l'essence. T'sais. Moi, j'ai grandi dans une petite région agricole. Saint-Ours. À Saint-Ours. Quand j'étais arrivé en ville, c'était comme... Ah, mon Dieu, je capotais, là, à Montréal. Fait que j'étais fasciné par Montréal. Fait que l'explorateur urbain, c'était ma façon de découvrir la métropole puis de la faire découvrir aux gens qui regardaient le bulletin de nouvelles. Après ça, c'est vrai que j'ai eu comme une espèce d'écœurement de la ville, puis j'ai reconnecté avec la nature. Ça coïncide avec le cancer, tout ça, le besoin de me ressourcer, puis forcément, quand tu fais du sport, tu es un peu plus en contact avec la nature. Puis effectivement, le sport a amené le fait de me découvrir plus, puis de m'intéresser davantage à l'humain, puis qu'est-ce qui motive l'humain dans la vie, puis comment l'humain arrive à faire des grandes choses. Je pense qu'il y a tout le temps ça,
sais, le fil directeur de ma vie, ou en tout cas la ligne, c'est tout le temps ce besoin-là de m'impressionner moi-même, puis de faire des choses qui me surprennent, puis qui me grandissent. Puis là, ben, tu sais, ça passe par l'exploration de mes propres faiblesses, puis de mes propres forces, puis ça passe aussi par la rencontre d'humains que je trouve exceptionnels, puis qui me fascinent. Mais il ne faut pas que tu oublies que toi aussi, tu es un humain exceptionnel. On va prendre une petite pause. Ben oui! T'es fine. Ben oui! Ça coûte pas cher de thérapie, venir ici. Hein? Tu n'as même pas besoin de me donner 10 % de ton cachet. On se retrouve après la pause parce que je veux te parler de vlog, à quel point ça a évolué, cette émission-là, et à quel point aussi les médias sociaux et le web ont évolué. D'accord. Rebonjour, Dominique Arpin. Rebonjour, Sophie. Alors, j'avais promis avant la pause qu'on parlerait de vlog parce que dans ton livre « La vie commence où la peur s'arrête », tu racontes une leçon de vie pour moi, qui est une leçon de vie professionnelle. Quand tu as commencé Vlog, l'émission a été annulée à cause des mauvaises codes d'écoute. Ouais. Puis toi, tu as dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as décidé de faire à ce moment-là? En fait, c'est que le concept que j'avais présenté à la direction de TVA, ça s'appelait Vlog parce que Vlog, ça veut dire vidéo-blog. Donc, je m'inspirais de ce que je voyais sur YouTube, c'est-à-dire des vlogueurs qui étaient assis à leur table de cuisine puis qui présentaient des vidéos. C'est de là que part l'idée du concept de Vlog. Et là, tu sais, sans jeter la faute sur personne, le concept a été accepté par TVA. Puis là, on a mis un réalisateur, des producteurs au contenu, Puis là, j'ai un peu perdu le contrôle sur le concept de l'émission. Puis je reproche rien à personne, mais c'était pas devenu le show que j'avais en tête. L'enveloppe ou le contenant était beaucoup trop impressionnant pour le contenu qu'on présentait. T'sais, on présentait des vidéos de chats. C'était l'époque de YouTube où les vidéos étaient vraiment en mauvaise qualité. Puis nous, on était dans un décor, j'étais avec Geneviève Borne, un décor blanc comme dans les pubs de lait de l'époque avec des caméras sur des jibs. Ça avait aucun... Il y avait un gros contraste. Il y avait un contraste entre la présentation où on se prenait beaucoup au sérieux, très léché, puis après ça, on tombait sur des petites vidéos de chats pixelisées. Ça marchait pas, tu sais. Fait que bref, ils ont tiré la plug. TVA a tiré la plug après 10 épisodes parce que ça levait pas. Mais c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'ils te disent, écoute Dominique, ça marche pas cette émission-là, va dans la salle des nouvelles, un emploi syndiqué. Mais il me semble, c'est là que ça devient intéressant. C'est que toi, tu dis, ben non, je peux pas revenir en arrière, je peux pas... Puis c'est formidable d'être syndiqué dans une salle de nouvelles, mais tu avais besoin de liberté. Oui. Ben moi, c'est ça, j'arrivais, je venais de faire l'explorateur urbain. Après ça, il y a eu le patrouilleur du net, mais j'étais journaliste de la salle des nouvelles de TVA. J'avais demandé une année sabbatique pour aller travailler sur Vlog quand j'ai présenté le projet puis qui a été accepté. Et quand ils ont tiré la plug, ben ils m'ont dit, les gens, l'information sont déjà au courant que tu reviens dans la salle des nouvelles, ton bureau t'attend, puis c'était comme, OK, tu sais, merci d'être passé, mais bye. Puis là, j'ai fait comme, non, je reviendrai pas en arrière, parce que, oui, j'aimais quand même mon métier de journaliste, mais là, j'avais goûté à l'animation, j'avais goûté à la production, puis c'était vers ça que je voulais aller. Puis surtout, j'étais convaincu en mon fort intérieur que le concept, il était valable, puis qu'il y avait du potentiel pour ce genre d'émission-là. Et je me suis accroché, je me suis acharné, j'ai refusé de retourner dans la salle des nouvelles. Je prenais un risque à ce moment-là quand même. Puis, pour la longue histoire, c'est que là, TVA a décidé que Vlog, ça allait être une émission sur le web. Fait que là, on a retravaillé le concept pour le présenter sur le web. Mais finalement, après quelques mois, ils ont décidé de ramener l'émission en ondes. Puis là, ça fait 20 saisons que Vlog fonctionne. Puis, tu sais, je veux dire, aujourd'hui... Et c'est une des émissions les plus écoutées à la télévision québécoise. Et c'est ça que j'aime, c'est que dans le livre, tu racontes ça comme un exemple de persévérance. De la même façon que quand tu fais un marathon, à un moment donné, tu as le goût de t'arrêter, mais tu continues puis tu es content parce que le résultat est satisfaisant. Au point de vue professionnel, c'est la même leçon. Et moi, j'aimerais qu'il y ait des jeunes qui soient en train de nous écouter puis qui se disent, ben des fois, on veut la sécurité puis on veut l'emploi plus encadré. Mais prendre des risques, c'est payant parce que 20 saisons de vlog, ça a valu la peine. Oui, puis de la vie, tu sais, là, je le réalise encore plus aujourd'hui, la vie est tellement courte que tu peux pas
peut pas passer ta vie à faire quelque chose que tu n'aimes pas, puis vivre dans le regret de j'aurais donc dû. Fait que moi, à cette époque-là, je me suis accroché à cette idée-là. Si jamais on n'avait pas ramené Vlog, peut-être qu'effectivement, je serais retourné dans la salle des nouvelles parce que j'avais pas nécessairement d'autres options. Aussi. Mais je me suis battu jusqu'au bout, là, puis finalement, j'ai remporté mon pari après toutes ces années. Là. Et c'est surtout l'importance de jamais prendre non comme réponse. Oui, effectivement. Puis, pour moi, c'était complexe parce que je commençais en animation, j'avais pas tant de poids pour influencer la décision de TVA, sinon que ma conviction que c'était un bon show, puis qu'il allait... Puis là, on parle des débuts de YouTube. Là, YouTube avait 2 ans au début de Vlog. Aujourd'hui, on parle de ça, puis ça semble naturel, un show qui présente le meilleur du web, mais à l'époque, il n'y avait personne qui faisait ça. Mais s'il y a une fierté, en tout cas, encore là, un mot que je n'utilise pas souvent dans ma vie, c'est... quand je sens qu'il y a quelque chose, un potentiel, je m'accroche puis je vais pousser. Ça a été ça pour Bonaventure, ça a été ça pour Les Crinqués. Puis Vlog, c'est le meilleur exemple. Je savais qu'on était en train d'assister à une révolution Absolument. De la façon dont on allait partager le contenu. Puis moi, je voulais être aux premières loges pour suivre cette patente-là. La révolution des vidéos de chat qui flushent des toilettes. T'étais un visionnaire quand même, Dominique. Je sais que longtemps, les gens parlaient de Vlog en disant c'est une émission de vidéo de chat. Mais c'est parce que toi-même, tu viens d'en parler. Mais je le dis avec humour, mais je l'ai souvent entendu puis je trouvais ça réducteur. C'était pas un drôle de vidéo du web. On parlait de phénomènes. Puis on parle encore de phénomènes. Oui, on est dans la légèreté, on ne sera jamais dans la controverse et tout ça, mais on aborde quand même des phénomènes de société. Puis moi, j'ai assisté à ça pendant 20 ans de ma vie, puis je trouve ça fascinant de voir l'évolution que le web a connue. Mais c'est que tu as eu le flair de te dire ça va changer la société. Et ça, c'est un flair qui est important. Et aujourd'hui, quand on regarde, mettons, je vais faire en gros, là, je vais mélanger le web, les médias sociaux, les nouvelles technologies et tout ça. Est-ce que ça t'inquiète ou ça te rassure? Je te parle, par exemple, de l'intelligence artificielle qui permet de faire plein de fraudes. Est-ce que ça t'inquiète ou tu dis, l'intelligence artificielle, c'est formidable puis c'est un potentiel fabuleux? C'est drôle parce que, pour répondre à ta question, où ça m'inquiète, oui. je trouve que ça va beaucoup trop vite. Je trouve que les outils se raffinent à une vitesse fulgurante. J'avais une discussion dans les derniers jours avec Mathieu Roy qui travaille à Salut Bonjour, qui triple sur tout ce qui est intelligence artificielle, puis qui crée des vidéos lui-même pour essayer de berner des gens. Maintenant, on peut facilement créer des vidéos typiques de TikTok ou de Instagram avec... On pourrait créer un faux Dominique Arpin, puis les gens ne verraient pas la différence. Non, mais je veux dire, là, on le voit encore, il faut être attentif, là, mais on voit encore, c'est pas encore tout à fait parfait, mais on est vraiment, vraiment pas loin. Tu as vu, là, il y a quelques jours, la fameuse actrice qui menace là, de voler la job à Scarlett Johansson et à d'autres grandes actrices. Oui, puis elle cherche un agent. En fait, je dis elle n'existe pas, là, mais... Ceux-là se cherchent un agent. On l'a vu dans des magazines. Il y a des mannequins maintenant qui sont faits avec l'intelligence artificielle. Fait que encore là, je suis content d'assister à ça, mais je dois dire que ça m'inquiète. Peut-être que c'est parce que je vieillis, alors qu'il y a 20, 25 ans, quand tout ça a commencé, je trouvais ça plus excitant qu'aujourd'hui. On dirait que là, je vois les possibilités que ça soit utilisé à mauvais escient, alors qu'à l'époque, pour moi, c'était une démocratisation de la parole, puis c'était des gens qui avaient un discours, puis qui n'avaient pas d'endroit pour le propager. Bien là, tout à coup, avaient des outils simples à utiliser pour le... Fait que moi, je trouvais ça trippant qu'un kidam qui a une petite caméra arrive à rejoindre 1 million de personnes sur YouTube. Mais là, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est le kidam peut l'utiliser pour te berner, te voler, usurper ton identité. Ça me fait peur. Et ça t'est arrivé, ou en tout cas, ça a failli arriver à ta mère il y a quelques mois de ça. Oui. On en a beaucoup parlé dans les médias. Ouais. Ta mère a failli se faire berner. Au téléphone. Et ça, c'est super inquiétant. Donc, raconte-nous un petit peu cette affaire-là, parce que même plusieurs mois plus tard, tu as l'air quand même encore assez ébranlé de ça. Moi, ça me rend violent. Là. Oui, à ce point-là? Avoir un fraudeur qui s'en prend à des personnes âgées comme ça, je pense que je perdrais mes moyens devant une personne comme ça. Ma mère a reçu un appel d'une
une jeune femme en pleurs, lui disant qu'elle avait été arrêtée, qu'elle avait été impliquée dans un accident de la route, puis que là, elle avait besoin d'argent pour sortir de prison. Puis là, ma mère est convaincue que c'est ma fille parce que la personne ressemble. Mais tu sais, après coup, je pense que c'est juste un coup de chance, entre guillemets, que le fraudeur utilise une voix de fille, puis que là, ma mère, elle a fait l'association, elle pense que c'est ma fille, puis elle dit son nom. Fait que là, l'autre, évidemment, se sert. Oui, c'est Laurence. Je suis à tu sais. Fait que... Mais ma mère, à un moment donné, a comme vu certains détails qui fonctionnaient pas dans l'histoire. Puis ma mère est très perspicace dans la vie, tu sais. Fait qu'à un moment donné, la personne au bout du fil cette année pas raccroché. Mais tu sais, ma mère était bouleversée avec mon père à côté, tu sais, qui avait les larmes aux yeux parce qu'il était convaincu que c'était vrai. Puis là, elle m'appelle quand même en panique. Puis moi, ben, je suis convaincu que c'est un fraudeur, mais en même temps, tu veux en avoir le cœur net. Fait que appelle ma fille, m'assurer que tout est correct, ça. Mais tu sais, cette personne-là a scrappé notre journée puis a fait en sorte qu'on a vécu des émotions tellement désagréables pendant toute cette journée-là. Puis par chance, elle n'est pas tombée dans le panneau, mais j'ai reçu, Sophie, des centaines de messages cette journée-là de gens qui, eux, avaient donné 500 000 $ pour aider leur petite fille ou leur petit-fils à sortir de prison. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse et j'adore quand tu parles de ça avec autant de fougue. Et en effet, moi aussi, je pense que je serais capable de devenir violente si quelqu'un essayait comme ça de frauder les membres de ma famille. On va prendre une petite pause et quand on va revenir, j'ai noté quelques leçons de vie dignes de biscuits chinois. Non, je te taquine. Des leçons de vie, non, sérieusement, qui vont pouvoir nous faire réfléchir. Que j'ai noté ça dans ton livre. On en reparle après la pause. Parfait. Rebonjour, Dominique Arpin. Bonjour, Sophie. Alors, dans ton livre que j'ai lu de bord en bas, j'ai noté des phrases. Toi, tu dis que c'est des mantras, ce sont des phrases qui t'aident à vivre. Alors, je veux passer à travers certaines de ces phrases-là, parce que je pense que moi aussi, c'est des phrases qui peuvent m'aider à vivre. Oui, tout à fait. Alors, on commence par la première. La vie, c'est 10 % ce qui vous arrive et 90 % comment vous y réagissez. Pourquoi tu as choisi cette phrase-là? Parce que je trouve que ce qu'on fait quand on est confronté à un obstacle, c'est souvent plus grand que l'obstacle lui-même. C'est la façon dont on aborde cet obstacle-là ou cette difficulté-là qui la rend plus facile ou plus difficile. Donc, la façon dont on analyse une situation est plus importante que la situation elle-même, souvent. Puis je l'ai souvent vécu en faisant du sport ou des activités dans la vie. Des fois, il faut que je me force à me dire, bien là, est-ce que c'est moi qui est en train de rendre ça plus gros que c'est réellement? Parce que, puis ça, c'est beaucoup un anxieux qui pense de cette manière-là, qui a tout le temps l'impression que c'est pire que c'est. Fait que c'est la raison pour laquelle cette citation-là, elle vient de chercher. Ouais. Mais on a parlé évidemment de ton cancer. C'était quand même il y a 12 ans maintenant. Ouais. Mais la façon dont toi, tu réagis à ton cancer est très particulière parce que tu t'es dit, bon, je vis cette situation-là. Moi, je vais provoquer le cancer en duel. Je vais canaliser ma colère contre le cancer. Chacun réagit différemment. Tu vois, mon mari a eu le cancer. Ouais. Et lui, sa réaction, ça a été de se refermer sur la bulle familiale, de se refermer sur sa blonde, ses 3 enfants. Toi, tu as décidé de comme élargir ton monde. Chacun le vit différemment. Oui, puis moi, je suis allé aussi beaucoup dans la façon de gérer la peur puis l'anxiété que ça me faisait vivre, ce moment-là. Puis je me suis mis à m'imaginer un personnage, tu sais, au lieu d'être le patient qui attend passif l'opération, mais je me suis mis à me prendre pour un spartiate. Je faisais beaucoup de CrossFit à l'époque. Puis là, je voyais l'opération comme étant... tu sais, je m'en vais à la guerre là, cette journée-là. Puis là, je m'entraîne pour me préparer puis être prêt à cette guerre-là. Puis même ce que j'ai fait, tu sais, je m'entraînais pour le marathon d'Ottawa. Puis la date du marathon d'Ottawa, je l'ai pris puis je l'ai mis à la place de l'opération. Donc, l'opération est devenue mon marathon. Fait que j'ai continué à m'entraîner
à suivre mon programme d'entraînement comme si j'allais ce jour-là faire le marathon et non pas me faire opérer. C'était ma façon à moi de ne pas virer fou. Tu sais. Je me suis accroché à cette idée-là jusqu'au moment où, là, tu sais, on m'a enlevé mes vêtements puis qu'on m'a mis sur la civière. Là, la vraie histoire m'a rattrapé, mais pendant ces semaines-là, ça m'a vraiment beaucoup aidé à gérer la panique que je ressentais. Est-ce que c'est vrai que tu continues régulièrement à toucher ta cicatrice? Je l'ai fait tantôt, avant l'entrevue. J'ai vraiment envie de te demander quelque chose et tu as le droit de dire oui ou de dire non. Est-ce qu'on peut la voir? Tu veux voir ma cicatrice? Oui. Ben, oui. Un ici. Wow. Hey, quand tu dis dans le livre qu'on t'a traversé de bord en bas, c'est vraiment ça. C'est une cicatrice de, tu sais, pas loin de 30 cm avec laquelle j'ai eu à apprendre à vivre, tu sais, parce que la première fois que tu vas à la plage ou à la piscine puis que tu as une cicatrice qui te barre l'abdomen, il y avait quelque chose là, qui me rendait inconfortable. Mais... Tu étais gêné de la montrer? Oui, j'étais gêné de la montrer. J'ai longtemps... Pendant un certain temps, j'avais honte de ça, d'avoir eu un cancer. Tu avais honte? Oui, je sais pas pourquoi. Pour moi, c'était... Je sais pas, être malade, c'était quelque chose de qui était pas honorable. Puis, bref, je voulais juste comme l'oublier le plus vite possible puis passer à autre chose. Mais la cicatrice me rappelle à chaque jour de ma vie ce par quoi je suis passé. Puis aujourd'hui, c'est devenu un outil dont je me sers pour justement surmonter des peurs. Puis des fois, il y a des moments où des stress que je m'apprête à vivre, puis je me ramène souvent à ça en me disant « Ouais, mais c'est quoi ce stress-là par rapport à ce que tu as vécu? » Puis là, c'est dans ma chair, là, c'est physiquement dans ma chair. Fait que ça m'arrive encore de passer mes doigts sur ma cicatrice pour me rappeler le chemin que j'ai parcouru ces dernières années. Merci d'avoir accepté de me la mon Dieu, montrer. je pensais pas faire ça aujourd'hui, mais voilà, c'est fait. Mais je trouvais ça important parce que moi, je suis une visuelle. Donc, j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait parce que je pense qu'on a tous des cicatrices qui se voient pas. Ouais. Puis quand on a une cicatrice qui se voit, je trouve que ça dit quelque chose sur toi que tu as accepté aussi de me la montrer. C'est mon fils, étonnamment, qui me l'a fait accepter. Thomas était tout petit. Ouais. Puis un jour, je me souviens qu'il m'a dit « Ah, ça fait badass ta cicatrice. » Alors, si vous savez pas c'est quoi badass, c'est genre vraiment là, oui, rock and roll. Puis... Ça fait comme dur à cuire. Oui, là, dur à cuire. Merci, t'es meilleur en français que moi. Fait que, on dirait que son regard sur ma cicatrice a changé la façon dont moi je la voyais, tu comprends? Fait que là, je la vois maintenant plus comme un atout que comme un échec ou quelque chose, tu sais. Ben, c'est un trophée d'une certaine façon, un trophée, Dominique. Oui, c'est le trophée de... Ben, c'est ça, de la deuxième chance. Une autre citation. Oui. Une autre citation tirée de ton livre. Ben, attends, il y en a plusieurs. Attends 2 secondes. Si nos rêves ne nous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ouais. Ça, je trouve ça assez génial comme citation. Ouais. Pourquoi elle est importante pour toi? Parce que je trouve qu'on rêve pas assez grand dans la vie. On se permet pas de rêver grand. Puis moi, longtemps, j'ai refusé de rêver grand en me disant que c'était pas pour moi, que je n'étais pas destiné à ça. Parce que tu es un fils d'agriculteur de Saint-Ours, parce que tu es né sur une terre, oui? Il y a peut-être cette espèce de syndrome-là de... Tu sais, que j'aurais dû reprendre la ferme de mon père, puis que c'était ça le chemin qui était destiné pour moi. Puis, tu sais, même encore des fois aujourd'hui, tu sais, je suis là avec toi, ou des fois, je tourne vlog, je suis comme, oh my God, OK, je suis en train de faire un show de TV, tu sais, puis ça me frappe encore après toutes ces années-là. C'est fou! Parce que, mais tu sais, c'est ça, j'ai grandi dans une famille où c'était pas quelque chose qui était envisageable vraiment, tu sais. Fait que des fois, j'ai l'impression que je vis un rêve, tu sais. Bref, rêver grand, ben il faut que ça... Moi, je pense qu'il faut que ça te fasse peur, tu sais. Si... Des fois, je pense... Je suis très fort sur des projets, tu sais, à moyen puis long terme, puis je fais comme, OK, mais si tu as assez... Puis là, quand je sens que, oh my God, non, ça, je peux pas faire ça, là, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse, tu comprends? J'ai besoin de cette espèce de... Non, c'est trop... Le petit vertige. Le petit vertige, oui. Ouais. On a parlé tout à l'heure du Kilimandjaro. Ben pourquoi tu fais pas l'Everest un coup parti? Ben c'est le plan, mais pas le... C'est le plan? Oui. Pour quand? Ben, quand je te dis dans mon plan... Mais là, attends, je vais juste te
te rassurer. Je veux pas Il monter... n'y a rien de rassurant dans le fait que tu fasses l'Everest. Je veux pas monter au sommet de l'Everest. D'accord. Parce que c'est trop risqué, il y a trop de danger d'y laisser sa vie. Puis, la vie m'a donné une deuxième chance, j'ai pas envie de la gaspiller. Ah, ça me rassure. En glissant sur une paroi parce que je suis pris dans un bouchon de circulation au sommet de l'Everest. Mais je suis fasciné par cette montagne-là depuis toujours et je veux aller la voir. Donc, je veux faire le trek jusqu'au camp de base de l'Everest. Et juste à côté de l'Everest, il y a une montagne qui s'appelle le Lobuche, qui est un 6200 mètres d'altitude. Il n'y a rien là. Mais tu sais, comparé à l'Everest qui est à 8000... Je comprends. Puis qui est beaucoup moins risqué. Donc, ce que je ferais, c'est... En fait, ce que je veux faire, c'est un trek jusqu'à l'Everest, puis aller faire un sommet de 6000 mètres juste à côté. Bon, ben, je suis fière de toi que tu aies rêvé grand, mais quand même que tu aies cadré. Par contre, il nous reste juste 2 minutes à l'émission, puis je demande à tous mes invités d'apporter un objet qui les définit et qui leur ressemble. Et là, tu l'as caché, hein? Moi, je ne le vois pas. Je vais le découvrir en même temps que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Oui, je suis prête. Ah, ben oui! Tu fais des photos absolument magnifiques. Alors, parle-moi de cet appareil. Bien, ça, c'est mon appareil avec lequel j'ai fait toutes les photos qui sont dans le livre, d'ailleurs. Qui sont magnifiques. Et que je traîne partout. Tu sais, si tu parles à mes proches, ils vont dire « Ah, Arpin, c'est qui est fatigant avec son Kodak. » J'ai tout le temps mon appareil photo dans les mains. Arrête de diminuer, Dominique! Non, mais je sais que je peux être gossant pour ça parce qu'on va aller faire du sport. Je vais faire comme « Attends, bouge pas, la lumière est super belle, OK? Là, je te compte. » J'adore. En fait, avant même de vouloir faire du journalisme, ce que je voulais être dans la vie, c'est photographe. Et donc, aujourd'hui, ben, je me garde, je me permets de faire des photos dans mes voyages, dans mes sorties l'hiver en ski ou en course à pied. Fait que j'aime vraiment beaucoup le rapport aussi que ça me permet d'avoir avec les gens, parce que j'aime photographier les gens. Puis la nature aussi, ça me force à rester éveillé puis à rester dans l'admiration de ce qui m'entoure, puis d'être sensible à la lumière puis au jeu des couleurs. Puis ça, c'est grâce à la photo. Est-ce que je pourrais résumer ça? Il nous reste, je pense, à peu près 30 secondes en disant que grâce à cet appareil-là, tu es capable, d'une certaine façon, de dire ta gueule à la petite voix qui est négative. Oui, c'est une façon aussi d'immortaliser des moments de ma vie, puis de pouvoir les contempler, puis aussi de les partager sur les réseaux sociaux, parce que c'est une autre des raisons pour lesquelles j'aime faire de la photo, c'est pour les likes. Merci beaucoup. Ah oui, les likes, c'est important. Merci beaucoup, Merci, Dominique Arpin. Ça a été un plaisir. Merci.